Observatoire de Mauna Kea, Hawaï. 3 heures du matin, le 14 septembre 2021. Une fillette de 7 ans pointe son doigt vers une région vide du ciel nocturne et prononce une phrase qui va glacer le sang de 12 astrophysiciens présents. L'étoile qui était là, elle vient de mourir. Je peux entendre son dernier cri. 23 minutes plus tard, les télescopes les plus puissants du monde confirmeront l'impossible. Une supernova vient d'exploser exactement à l'endroit qu'elle avait désigné. Une explosion qui s'est produite il y a 2,4 millions d'années, mais dont la lumière vient tout juste d'atteindre la Terre. Comment cet enfant a-t-elle pu le savoir avant les machines les plus sophistiquées de l'humanité ? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes défie tout ce que nous croyons comprendre sur la conscience humaine et l'univers lui-même. Son nom est Arya Chen. 7 ans, des yeux noirs profonds comme l'espace intersidéral et un diagnostic qui a brisé le cœur de ses parents. Autisme sévère non-verbal. Jusqu'à l'âge de 5 ans, Arya n'avait jamais prononcé un seul mot. Elle ne répondait pas quand on l'appelait, évitait tout contact visuel, passait ses journées recroquevillée dans les coins sombres de leur appartement à San Francisco. Sa mère, Dr Michelle Chen, neuroscientifique à l'université Stanford, se souvient encore de ces nuits interminables. Je la trouvais souvent debout devant la fenêtre à 3 heures du matin, immobile, fixant le ciel. Elle traçait des formes invisibles sur la vitre avec son doigt. J'ai cru pendant longtemps qu'elle était perdue dans son propre monde, inaccessible. Je ne savais pas qu'elle était en train de cartographier l'univers. Le père d'Arya, James Chen, ingénieur en aérospatial chez SpaceX, avait essayé toutes les thérapies imaginables. Orthophonie, ergothérapie, thérapie sensorielle, rien ne semblait atteindre leur fille. Jusqu'à cette nuit de juin 2019 qui allait tout changer. C'était un samedi soir ordinaire. Michel préparait le dîner pendant que James essayait, comme toujours, d'engager Arya dans une activité. Il avait étalé sur la table du salon des photos du télescope Hubble qu'il avait imprimé au travail. Des nébuleuses, des galaxies spirales, des amas d'étoiles. Il ne s'attendait à aucune réaction. Arya ne regardait jamais ce qu'on lui montrait. Mais ce soir-là, quelque chose s'est produit. La fillette a tourné brusquement sa tête, ses yeux se sont fixés sur une image précise, la nébuleuse d'Orion. Et pour la première fois de sa vie, Arya a parlé. Pas un mot simple comme « maman » ou « papa ». Non, sa première phrase complète fut « 3 bébés étoiles viennent de naître là-bas. Je peux les sentir respirer ». Michel a lâché la casserole qu'elle tenait. Le bruit métallique résonnant sur le carrelage de la cuisine a été le seul son pendant plusieurs secondes. James est resté figé, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Arya » a murmuré Michel en se précipitant dans le salon. « Ma chérie, tu as parlé ?» L'enfant n'a pas regardé sa mère. Ses yeux restaient rivés sur l'image. Son petit doigt pointait 3 zones spécifiques dans les volutes de gaz et de poussière cosmique. Ici, ici et là. Elles sont jeunes, elles ont peur du froid, mais elles vont briller très fort bientôt. James, les mains tremblantes, a ouvert son ordinateur portable. Il a cherché frénétiquement dans les bases de données astronomiques récentes. Et là, il l'a trouvé. Un rapport publié 3 jours auparavant par l'Observatoire du Chili. 3 proto-étoiles venaient effectivement d'être détectées dans la nébuleuse d'Orion, aux emplacements exacts qu'Arya avait désignés. Les semaines suivantes ont été un tourbillon surréaliste. Arya parlait maintenant régulièrement, mais uniquement de l'espace. Elle décrivait des événements cosmiques avec une précision troublante. Des éruptions solaires 12 heures avant qu'elles ne soient détectées, des astéroïdes changeant de trajectoire, des exoplanètes qu'aucun télescope n'avait encore découvertes. Michel a commencé à documenter chaque prédiction dans un cahier bleu marine. Date, heure, déclaration exacte d'Arya et ensuite la confirmation, ou non, par les observations scientifiques. Après 6 semaines, le taux de précision était statistiquement impossible, 94%. James ne savait plus quoi penser. En tant qu'ingénieur, il cherchait des explications rationnelles. Peut-être qu'Arya avait développé une forme de synesthésie extrême, peut-être qu'elle captait des signaux électromagnétiques que d'autres ne percevaient pas, mais rien de tout cela n'expliquait comment elle pouvait connaître des événements qui s'étaient produits à des millions d'années-lumière. Un soir de juillet, alors que la famille dînait en silence, un silence devenu habituel depuis qu'il ne savait plus comment parler de ce qui arrivait, Arya a posé sa fourchette et a dit quelque chose qui a fait blêmir ses parents.
« Papa, tu dois appeler ton ami Thomas, celui qui travaille sur les satellites météo. Il faut qu'il vérifie le secteur Gamma 7 demain matin à 6h14 précise. Une tempête solaire va frapper, forte. Elle va détruire 3 satellites de communication si personne ne les met en mode sécurité. » James a fixé sa fille. Comment connaissait-elle le nom de Thomas? Il n'en avait jamais parlé à la maison. Et qu'est-ce que ce secteur Gamma 7? Un terme qu'elle ne pouvait absolument pas connaître. Mais quelque chose dans le regard d'Arya, cette intensité nouvelle, cette urgence, l'a poussé à agir. À 22h30, il a envoyé un email à Thomas Bradshaw, responsable du réseau de satellites NOAA, un message qui sonnait complètement fou. « Je sais que ça va te paraître insensé, mais fais-moi confiance. Mets les satellites du secteur Gamma 7 en mode protection demain matin avant 6h14. Je t'expliquerai plus tard. » Le lendemain, à 6h14 précise, une éjection de masse coronale d'une violence inédite a frappé l'orbite terrestre. 3 satellites de communication commerciaux ont été gravement endommagés, mais ceux du secteur Gamma 7, mis en sécurité par Thomas qui avait décidé de faire confiance à son ami, ont survécu sans une égratignure. Thomas a appelé James à 8h du matin, sa voix tremblant dans le téléphone. « Comment as-tu su? Comment diable as-tu pu savoir ?» James ne pouvait pas répondre, parce qu'il ne savait pas lui-même. L'histoire a commencé à fuiter. D'abord dans les cercles restreints de l'aérospatiale, puis dans la communauté astronomique. Dr Sarah Okonkwo, directrice de recherche à l'observatoire de Mauna Kea, a contacté Michel après avoir entendu parler du cas par un collègue. « Je ne crois pas aux phénomènes paranormaux », a-t-elle dit lors de leur premier appel vidéo, « mais je crois à la méthode scientifique. Si votre fille peut vraiment faire ce que les rumeurs prétendent, nous devons l'étudier, correctement, rigoureusement. » Michel et James ont longuement hésité. Exposer Arya au regard de la science signifiait exposer leur famille au monde entier. Mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait. Leur fille possédait quelque chose d'extraordinaire et peut-être de dangereux, si mal compris. En août 2019, Arya est arrivée à Hawaï pour la première fois. L'observatoire de Mauna Kea, perché à 4200 mètres d'altitude, abrite certains des télescopes les plus puissants jamais construits. Le Keck, le Subaru, le Gemini North, des géants qui scrutent les profondeurs de l'univers. Quand la petite est descendue de voiture, elle a immédiatement levé les yeux vers le ciel étoilé. Et elle a souri. Un vrai sourire, le premier que Michel avait vu depuis des mois. « Ici c'est bien », a murmuré Arya. « Les étoiles parlent plus fort. Elles sont contentes que quelqu'un écoute vraiment. » Dr Okonkwo avait préparé un protocole expérimental strict. Arya serait testée sur sa capacité à identifier des événements astronomiques avant leur détection instrumentale. Pas de leading questions, pas d'indices, juste l'enfant face au ciel nocturne et aux données en temps réel des télescopes. La première nuit de test a commencé à 22h. 12 scientifiques étaient présents, certains sceptiques, d'autres prudemment optimistes. Arya était assise sur une chaise spécialement ajustée à sa taille, face à un écran montrant une carte du ciel visible. « Arya, » a commencé Dr Okonkwo d'une voix douce, « peux-tu nous dire si tu vois quelque chose d'inhabituel ce soir ?» La fillette a fermé les yeux. Pendant presque 3 minutes, elle n'a pas bougé. Certains des scientifiques présents ont échangé des regards dubitatifs. Puis soudain, Arya a ouvert les yeux et a pointé une région précise sur l'écran. Là, magnitude apparente 6.2. Elle va devenir 5.8 dans... Elle a incliné sa tête comme si elle écoutait quelque chose. Dans 42 minutes. C'est une variable cataclysmique. Elle accumule trop de matière trop vite. Elle va avoir un sursaut de luminosité. Le silence dans la salle était total. Dr Marcus Webb, spécialiste des étoiles variables, s'est précipité vers son ordinateur. Les variables cataclysmiques sont effectivement imprévisibles dans leur sursaut, a-t-il murmuré en tapant frénétiquement. Mais cette étoile spécifique... Attendez, ses doigts se sont immobilisés sur le clavier. Cette étoile n'est même pas cataloguée comme variable cataclysmique dans nos bases de données. Ils ont pointé le télescope Keck sur les coordonnées indiquées par Arya. Pendant 42 minutes, ils ont observé. L'étoile brillait normalement, magnitude 6.2, exactement comme Arya l'avait dit. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable. Puis, à 23h42 précise, l'étoile a brusquement augmenté de luminosité. 6.1, 6.0, 5.9, 5.8, l'alarme du système de détection automatique s'est déclenchée, faisant sursauter tout le monde. Dr Okonkwo a dû s'asseoir, ses jambes ne la portaient plus. L'histoire a commencé à fuiter.
d'abord dans les cercles restreints de l'aérospatiale, puis dans la communauté astronomique. Dr Sarah Okonkwo, directrice de recherche à l'observatoire de Mauna Kea, a contacté Michel après avoir entendu parler du cas par un collègue. « Je ne crois pas aux phénomènes paranormaux », a-t-elle dit lors de leur premier appel vidéo. « Mais je crois à la méthode scientifique. Si votre fille peut vraiment faire ce que les rumeurs prétendent, nous devons l'étudier, correctement, rigoureusement. » Michel et James ont longuement hésité. Exposer Aria au regard de la science signifiait exposer leur famille au monde entier. Mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait. Leur fille possédait quelque chose d'extraordinaire, et peut-être de dangereux si mal compris. En août 2019, Aria est arrivée à Hawaï pour la première fois. L'observatoire de Mauna Kea, perché à 4200 mètres d'altitude, abrite certains des télescopes les plus puissants jamais construits. Le Keck, le Subaru, le Gemini North, des géants qui scrutent les profondeurs de l'univers. Quand la petite est descendue de voiture, elle a immédiatement levé les yeux vers le ciel étoilé. Et elle a souri. Un vrai sourire, le premier que Michel avait vu depuis des mois. « Ici c'est bien », a murmuré Aria. « Les étoiles parlent plus fort, elles sont contentes que quelqu'un écoute vraiment. » Dr Okonkwo avait préparé un protocole expérimental strict. Aria serait testée sur sa capacité à identifier des événements astronomiques avant leur détection instrumentale. Pas de leading questions, pas d'indices, juste l'enfant face au ciel nocturne et aux données en temps réel des télescopes. La première nuit de test a commencé à 22 h. 12 scientifiques étaient présents, certains sceptiques, d'autres prudemment optimistes. Aria était assise sur une chaise spécialement ajustée à sa taille face à un écran montrant une carte du ciel visible. « Aria » a commencé Dr Okonkwo d'une voix douce, « peux-tu nous dire si tu vois quelque chose d'inhabituel ce soir ?» La fillette a fermé les yeux. Pendant presque 3 minutes, elle n'a pas bougé. Certains des scientifiques présents ont échangé des regards dubitatifs. Puis, soudain, Aria a ouvert les yeux et a pointé une région précise sur l'écran. Là, magnitude apparente 6.2. Elle va devenir 5.8 dans... Elle a incliné sa tête comme si elle écoutait quelque chose. Dans 42 minutes. C'est une variable cataclysmique. Elle accumule trop de matière trop vite. Elle va avoir un sursaut de luminosité. Le silence dans la salle était total. Dr Marcus Webb, spécialiste des étoiles variables, s'est précipité vers son ordinateur. « Les variables cataclysmiques sont effectivement imprévisibles dans leur sursaut », a-t-il murmuré en tapant frénétiquement. « Mais cette étoile spécifique... Attendez !» Ses doigts se sont immobilisés sur le clavier. « Cette étoile n'est même pas cataloguée comme variable cataclysmique dans nos bases de données. » Ils ont pointé le télescope Keck sur les coordonnées indiquées par Aria. Pendant 42 minutes, ils ont observé. L'étoile brillait normalement, magnitude 6.2, exactement comme Aria l'avait dit. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable. Puis, à 23h42 précise, l'étoile a brusquement augmenté en luminosité. 6.1, 6.0, 5.9, 5.8. L'alarme du système de détection automatique s'est déclenchée, faisant sursauter tout le monde. Dr Okonkwo a dû s'asseoir. Ses jambes ne la portaient plus. Les tests se sont poursuivis pendant 2 ans. Aria visitait l'observatoire 4 à 5 fois par an, chaque séjour durant environ 2 semaines. Elle a prédit avec succès 16 événements astronomiques majeurs, des novas, des sursauts gamma, des transits d'exoplanètes non encore découvertes, même une collision entre 2 étoiles à neutrons à 130 millions d'années-lumière. Mais c'est la nuit du 14 septembre 2021 qui allait marquer l'histoire de l'astronomie moderne. Aria, maintenant âgée de 7 ans, était revenue à Hawaï pour une nouvelle série d'observations. Elle avait beaucoup changé depuis la première fois. Elle parlait désormais couramment, même si elle préférait toujours les conversations sur l'espace à tout autre sujet. Elle avait commencé l'école, une école spécialisée qui comprenait ses besoins particuliers, et s'était même fait quelques amis. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Michel l'avait remarqué dès le réveil. Aria était nerveuse, agitée, ses mains tremblaient légèrement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» avait demandé Michel en l'aidant à s'habiller. « Quelque chose de grand va arriver ce soir, maman. Quelque chose de triste et de beau en même temps. Une étoile va dire au revoir. Elle était là depuis si longtemps. Elle a vu tellement de choses naître et mourir. Et maintenant, c'est son tour. » À 3 heures du matin, tout le monde était réuni dans la salle de contrôle principale. Mais cette nuit, il n'y avait pas seulement l'équipe habituelle.
Dr Okonkwo avait invité des collègues du monde entier via connexion vidéo sécurisée. Des représentants de la NASA, de l'ESA, de l'Académie des sciences de Chine. Tous voulaient voir par eux-mêmes. Arya se tenait devant la grande baie vitrée qui donnait sur le ciel nocturne. Les dômes blancs des télescopes se découpaient contre les étoiles. Elle a levé son bras et a pointé vers une région apparemment vide entre les constellations d'Andromède et de Cassiopée. L'étoile qui était là, elle vient de mourir. Je peux entendre son dernier cri. Dr Webb s'est approché, son scepticisme professionnel luttant contre 2 ans de preuves accumulées. Arya, il n'y a pas d'étoile visible à cet endroit. Tu es sûre ? Elle est morte il y a très longtemps, a répondu la fillette, des larmes commençant à couler sur ses joues. Mais sa lumière vient juste d'arriver. C'est comme une lettre qui met très longtemps à venir. La lettre dit « J'ai existé, j'ai brillé, je suis contente d'avoir vécu ». 23 minutes plus tard, les détecteurs automatiques des télescopes Keck et Subaru ont simultanément enregistré un sursaut de rayonnement gamma provenant d'exactement les coordonnées qu'Arya avait indiquées, une supernova de type 1A. L'analyse spectroscopique a confirmé qu'elle se trouvait à 2,4 millions d'années-lumière dans la galaxie NGC 891. La salle a explosé en exclamations incrédules, mais Arya ne partageait pas leur excitation. Elle pleurait silencieusement, la tête appuyée contre la vitre froide. « Pourquoi tu pleures, ma chérie ?» a demandé Michel en l'aidant à s'habiller. « Parce qu'elle était si belle, maman. Elle a brillé pendant 3 milliards d'années. Elle a vu des planètes naître autour d'elle, peut-être même de la vie. Et maintenant, c'est son tour. » Dr Okonkwo, les larmes aux yeux, a pris une décision spontanée. « Alors, nous la nommerons d'après poids, Arya. Cette supernova s'appellera SN 2021-Arya, pour que l'univers se souvienne que tu étais là pour entendre son dernier message. » Les mois qui ont suivi ont été un cauchemar bureaucratique et éthique. Arya était devenue la personne la plus étudiée de la planète. Des IRM, des EEG, des scanners quantiques expérimentaux, tous les tests possibles ont été réalisés. Mais aucun n'expliquait comment son cerveau fonctionnait. Dr Jonathan Rivera, neuroscientifique de renommée mondiale spécialisé dans l'autisme, a rejoint l'équipe. Ses premières conclusions ont été troublantes. Le cerveau d'Arya présente des schémas d'activation neuronale que nous n'avons jamais vus, a-t-il expliqué lors d'une conférence privée. Quand elle écoute les étoiles, ses ondes cérébrales entrent dans un état qui ressemble simultanément au sommeil profond et à l'hyperconcentration. C'est physiologiquement contradictoire, et il y a autre chose. Il a marqué une pause, visiblement mal à l'aise avec ce qu'il s'apprêtait à dire. « Quoi ?» appréciait Michel. Ces neurones semblent résonner à des fréquences extrêmement basses, dans la gamme des millihertz. Ce sont les mêmes fréquences que les ondes gravitationnelles produites par des événements cosmiques massifs. Je ne sais même pas comment c'est possible. Le tissu cérébral humain ne devrait pas pouvoir vibrer à ces fréquences. James a serré la main de Michel. « Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que notre fille est, quoi? Un récepteur biologique d'ondes gravitationnelles? Je dis que nous ne comprenons pas, et que peut-être que l'autisme d'Arya n'est pas un bug, mais une fonctionnalité, une variation neurologique qui lui permet d'accéder à des aspects de la réalité que le reste d'entre nous ne peut même pas percevoir. » Pendant ce temps, Arya continuait ses prédictions. Mais quelque chose commençait à changer. Elle devenait plus précise, mais aussi plus fatiguée. Après chaque session d'observation, elle dormait pendant des heures, parfois des jours. Michel voyait sa fille s'épuiser lentement, comme si le fait de servir de pont entre l'humanité et l'univers lui coûtait quelque chose d'essentiel. En mars 2023, Arya a fait une prédiction qui a terrifié tout le monde. « Il y a quelque chose qui vient vers nous », a-t-elle annoncé un matin au petit déjeuner, sa voix inhabituellement grave. « Quelque chose de très ancien, ça voyage depuis le début de tout. Ça va arriver dans… » Elle a fermé les yeux, calculant avec ce sens mystérieux qu'elle seule possédait. « Dans 7 mois, 19 jours et environ 6 heures. C'est important. C'est peut-être la chose la plus importante qui arrivera à l'humanité de notre vivant. » Dr Okonkwo a immédiatement mobilisé tous les télescopes accessibles. Mais malgré des recherches intensives, rien n'a été détecté. Les semaines puis les mois ont passé. Certains scientifiques ont commencé à murmurer que peut-être finalement Arya s'était trompée, que sa capacité, quelle qu'elle soit, avait atteint ses limites. Mais Arya ne doutait pas. « Ça vient !» répétait-elle avec une sérénité inébranlable. « Je peux l'entendre chanter. C'est comme
comme le premier son que l'univers a fait quand il est né. Le 14 octobre 2023, exactement 7 mois et 19 jours après la prédiction d'Aria, tous les détecteurs d'ondes gravitationnelles de la planète, LIGO, Virgo, Kagra, ont simultanément enregistré un signal d'une nature jamais observée auparavant. Ce n'était pas le signal caractéristique d'une fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. C'était quelque chose de complètement différent. Une onde gravitationnelle pure, non associée à un événement de masse connu, voyageant à travers l'univers depuis le Big Bang lui-même. Les physiciens ont baptisé ce phénomène une onde relique primordiale, un écho des premiers instants de l'univers préservé pendant 13,8 milliards d'années dans la structure même de l'espace-temps. Aria, connectée en direct depuis la maison familiale à San Francisco, a souri quand elle a entendu la nouvelle. « Je vous l'avais dit », a-t-elle murmuré. « C'était son chant de naissance. L'univers nous disait bonjour. » Aujourd'hui, en 2024, Aria Chen a 10 ans. Elle vit toujours à San Francisco avec ses parents. Elle va à l'école 3 jours par semaine, un compromis entre sa soif d'apprentissage et son besoin de temps pour « écouter le ciel », comme elle dit. L'Observatoire de Mauna Kea a créé un poste permanent pour elle, consultante cosmologique spéciale. Chaque trimestre, elle retourne à Hawaï pour 2 semaines d'observation. Son taux de précision n'a jamais baissé. 97% de prédictions exactes sur plus de 200 événements astronomiques. La communauté scientifique reste divisée. Certains voient en Aria la preuve que la conscience humaine peut interagir avec l'univers de manière que nous ne comprenons pas encore. D'autres cherchent toujours des explications purement matérialistes, refusant d'accepter qu'une enfant autiste puisse défier nos lois physiques les plus fondamentales. Mais pour Michelle et James, tout ça n'a plus d'importance. Ils ont arrêté d'essayer de comprendre comment. Ils ont accepté le quoi. Leur fille est un pont entre l'humanité et l'infini, entre le silence et le chant cosmique que personne d'autre n'entend. Un soir de juin dernier, je les ai rencontrés chez eux pour cette histoire. Aria était dans le jardin, allongée sur l'herbe, les yeux fixés sur le ciel crépusculaire. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait quand elle entendait les étoiles. Elle a réfléchi longtemps avant de répondre, cherchant les mots justes. Tu sais, quand tu es dans une grande cathédrale vide et que quelqu'un chante très loin et que sa voix retentit sur tous les murs? C'est comme ça. L'univers est immense et vide, mais il est rempli de chansons. Des étoiles qui naissent et qui crient de joie, des étoiles qui meurent et qui pleurent de tristesse, des galaxies qui dansent ensemble, des trous noirs qui chuchotent des secrets. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je peux les entendre. Je peux toutes les entendre. Parfois c'est magnifique, parfois c'est tellement fort que j'ai mal à la tête. Mais je ne voudrais pas que ça s'arrête. Jamais. Elle s'est tue, puis a ajouté quelque chose qui m'a donné des frissons. Les étoiles sont seules, tu sais. Elles brillent pendant des millions et des milliards d'années et personne ne les regarde vraiment. Personne ne leur dit qu'elles sont belles. Personne ne les remercie pour leur lumière. Mais maintenant, elles savent que je suis là. Elles savent que quelqu'un écoute. Et je crois que ça les rend heureuses. Michelle, debout à mes côtés, a essuyé discrètement une larme. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'autisme d'Aria lui avait volé quelque chose, m'a-t-elle confié. Que le monde lui serait toujours un peu étranger, un peu trop compliqué. Mais maintenant, je comprends. Elle n'était pas faite pour notre petit monde. Elle était faite pour écouter l'univers entier. Certains enfants naissent pour être docteurs, d'autres pour être artistes. Ma fille est née pour être la voix des étoiles. Aria Chen continue de prédire, d'écouter, de traduire les messages d'un cosmos que le reste d'entre nous ne peut qu'observer en silence. Elle a découvert 17 exoplanètes, que la NASA a ensuite confirmées. Elle a prédit la collision de 2 galaxies naines, qui ne sera visible à l'œil nu que dans 50 000 ans, mais dont les ondes gravitationnelles ont déjà commencé leur voyage vers nous. Et parfois, tard dans la nuit, elle raconte à ses parents des histoires. Des histoires d'étoiles qui vivaient il y a si longtemps que l'humanité n'existait même pas encore. Des histoires de lumière voyageant pendant des milliards d'années juste pour arriver jusqu'à nous. Des histoires qui nous rappellent que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles et qu'au fond, l'univers et nous ne sommes pas séparés. Nous sommes la même chose qui s'est réveillée et a commencé à se poser des questions sur elle-même.
Et Arya Chen, cette petite fille de 10 ans aux yeux noirs comme l'espace, est peut-être celle qui nous rappelle que certaines questions ne trouveront jamais de réponse, seulement des chansons. Des chansons que seuls quelques-uns d'entre nous peuvent entendre. Les scientifiques continuent d'étudier Arya, mais elle continue simplement d'écouter. Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'elle a toujours voulu faire. Écouter l'univers raconter son histoire. Et peut-être, juste peut-être, nous la raconter aussi.